Bonjour à tous et surtout merci d'être avec nous aujourd'hui à ce webinaire en direct avec Lazare Haquet, fondateur de Maxence Innovation, et notre partenaire invité, Jean-Michel Lilion, qui est directeur général et cofondateur de Sherpa Consulting. Alors, dans un premier temps, on est là pour prendre l'impact du Covid sur la vie des entreprises et des collaborateurs. Toute crise transforme les personnes. On n'est plus les mêmes personnes aujourd'hui qu'avant la crise, donc il va s'agir de comprendre l'impact de cette crise, comprendre le nouvel état d'esprit afin d'en tirer tout le positif. Ensuite, on va regarder quelles ont été les conséquences finalement de cette crise sur l'utilisation des outils digitaux, la façon dont ces outils également sont ressentis. Les chiffres sont éloquents, augmentation de 1000% des demandes de formation à distance selon la Fédération de la formation professionnelle, accélération de 2000% de l'utilisation des plateformes collaboratives nouvelles, donc un nouvel état d'esprit. Alors, donc nous sommes partis pour 45 minutes de partage d'expérience avec environ 15 minutes de questions-réponses. À chaque fois que ce sera possible, nous poserons vos questions en direct à l'issue des différentes thématiques abordées. Voilà, tout en veillant à rester dans les temps. Lazare, c'est à toi. Merci Sonia et bonjour à tous et bonjour Jean-Michel. Donc la première question que je voulais vous poser, c'était quel est l'impact du Covid-19 sur les collaborateurs de vos clients? Bonjour à tous. Alors d'abord, juste en préambule, je vais répondre par rapport à ce que je connais, c'est-à-dire mes clients. Donc mes clients, ce sont avant tout des grandes banques françaises et puis des compagnies d'assurance. Donc ça, je dirais, mon set d'expérience est surtout celui-là. Donc par rapport à ce que je connais de mes clients, je dirais que l'impact du Covid ou la façon dont il est vécu aujourd'hui côté entreprise, d'un côté, il y a une sorte de croyance qui fait penser que finalement, une fois qu'on va sortir du déconfinement, on va appuyer sur un bouton et ça va repartir un peu comme avant. C'est-à-dire que les collaborateurs vont se remettre en action sur les process qui étaient définis. Donc ça, c'est la première chose. Donc, il y a cette sorte de croyance-là. Or, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est ce que j'appelle le stress post-traumatique Covid-19. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui n'ont pas forcément très bien vécu le confinement. Alors, on peut avoir ça sur un degré d'échelle différent, mais on va avoir des personnes qui ont finalement mal vécu parce qu'elles étaient soit dans des conditions matérielles pas très adaptées, soit parce que l'environnement familial était compliqué, soit parce qu'elles étaient seules, soit parce qu'elles s'inquiètent pour leur avenir professionnel, soit parce qu'elles s'inquiètent pour leur santé. Donc ça, c'est le premier élément du stress qu'il faut intégrer. Je ne dis pas que ça concerne tout le monde, mais ça concerne beaucoup de monde. On pourra en échanger sur ce point-là. Le deuxième élément du stress post-traumatique, probablement, c'est une sorte de prise de conscience individuelle. Alors, ça fait un peu philosophique, mais quelle est l'utilité de mon job, quel est le sens de la vie, la répartition vie privée, vie professionnelle. On entend pas mal parler de ça au niveau des collaborateurs. On voit même sur l'immobilier qui est un peu bloqué en région parisienne, on voit de la demande qui commence à frétiller sur l'immobilier en province, en se disant je vais repenser la façon dont je vis. Donc c'est intégré, avec beaucoup de demandes pour maintenir le télétravail. J'espère qu'on en reparlera un peu plus loin sur ce que peuvent ressentir les gens au travers de ça. Donc deuxième élément, une prise de conscience individuelle. Et puis, il y a aussi un élément qu'on va avoir à gérer qui est pour le coup le post-confinement, qui ne sera pas forcément très bien vécu par tout le monde. Alors, il y a une partie des gens qui ont l'impression et qui ont le sentiment, et c'est probablement vrai, que ce sera une sorte de libération. Mais on voit aussi dans les collaborateurs qu'on interroge des gens qui s'inquiètent du retour. D'abord parce qu'ils ne sont pas si mal que ça chez eux. Il n'y a plus le stress du transport, il n'y a pas le danger, il y a un peu moins de pression, ou en tout cas elle est vécue de manière différente. On est dans un environnement familial, on a l'impression d'être plus dans un cocon et puis on est assez efficace. Donc le fait de retourner au travail, de reprendre une pression opérationnelle parce que peut-être il va falloir pédaler un peu plus vite, c'est ce qu'on entend pour rattraper le retard. On voit, enfin, nos clients sont déjà en train de préparer des plans d'action pour la rentrée, comment redynamiser tout ça. Bon, donc ça peut inquiéter.
On voit donc aussi l'inquiétude par rapport à la peur de l'autre, qu'il faut ne pas négliger. Je vais retourner au travail, mais finalement, le virus sera toujours là. Donc, l'autre, c'est le client, c'est le collègue. Est-ce que je dis bonjour? Est-ce qu'on se serre la main? Comment on fait les réunions? Est-ce que j'ai envie d'aller au contact du client ou pas? Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est des éléments qui font que le post-confinement est mal vécu. Donc, on a d'un côté cette croyance qu'en appuyant sur retour, sur le bouton, tout va redémarrer. On a quelque part des collaborateurs qui sont probablement dans une situation de stress qu'il ne faut pas négliger. Et puis, d'un autre côté, on a des managers qui sont supposés, de qui on attend beaucoup. Je parle des managers de proximité qui sont au contact des équipes. Et on attend d'eux finalement qu'ils portent le retour post-confinement, qu'ils absorbent le stress, qu'ils accompagnent les collaborateurs sur les nouvelles méthodologies, les nouveaux process sur lesquels on travaille. Donc, l'entreprise aujourd'hui, elle travaille sur les nouveaux process et les outils de travail à distance, mais il y a quelque chose qui manque probablement, qu'on peut être tenté d'oublier, c'est l'humain et les hommes qui accompagnent l'humain, c'est-à-dire les managers de proximité. Donc, pour moi, c'est ça un des enjeux majeurs à intégrer dans l'univers de la formation dès maintenant. Et quelle est la place de la formation dans ce contexte alors? La place de la formation, j'ai envie de dire, elle est juste essentielle, puisqu'on vient de parler on parlera peut-être un peu après des modalités, de ce qui se met en place, etc. Mais juste d'un point de vue utilité et rôle, on vient de parler d'humain. Donc la formation, si on met de côté les aspects purement techniques ou réglementaires, qui sont quand même là pour monter en compétence les gens, il va s'agir d'accompagner humainement les personnes qui vont reprendre leur poste, ou en tout cas leur fonction, dans des conditions différentes. Et on sait que tout changement entraîne des pertes de repères, perte de confiance, parfois de l'agressivité. Donc ça, il va falloir l'accompagner au niveau des collaborateurs. L'habitude des nouveaux process, perte de repères, c'est pas forcément facile. Muscler les managers sur tout ce qui va être gestion du stress, posture de leadership pour porter les événements. Voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, poursuivre la montée en compétences des collaborateurs sur des nouveaux outils. On est en train de parler là au travers d'une caméra. C'est un autre mode de fonctionnement. Je ne sais pas si on parle après de ce que nous demandent les entreprises, mais la relation à distance client, c'est quelque chose qu'il va falloir s'habituer à vivre, y compris les relations avec les collaborateurs. Donc, la formation, plus importante que jamais. Plus importante que jamais. D'ailleurs, les chiffres sont assez éloquents. On a eu une sorte de blackout pendant 15 jours, 3 semaines au moment du confinement. Et une fois cette période-là, tout le monde s'est précipité sur son téléphone pour appeler en tout cas pour nous appeler, pour appeler les différents organismes de formation, j'imagine, pour leur dire comment on fait pour préparer le retour, comment on fait pour accompagner les gens, comment on fait pour s'organiser, comment on fait pour digitaliser. Voilà. C'est vraiment actuellement au cœur des préoccupations. Oui, donc en fait, c'est pas simplement faire repartir une machine, mais c'est faire repartir tout un organisme vivant de personnes, en fait. C'est bien ça. Et la formation, dans ce contexte, apporte une projection positive vers l'avenir. Alors, en tout cas, on lui demande d'apporter une projection positive sur l'avenir et ça va dépendre énormément de la façon dont c'est fait. Et bon, j'imagine qu'on ira sur les outils digitaux après, mais il y a un vrai rôle à jouer par rapport à… j'ai envie de dire, on avait déjà assisté au fil des années à une mutation de ce qu'est la formation. Pendant très longtemps, la formation était quelque chose qu'on faisait un peu en opération coup de poing. Et depuis quelques années, en tout cas sur les projets que l'on gère dans les entreprises qui sont en transformation, les banques et les compagnies d'assurance sont en transformation, la formation est partie intégrante des projets. On est vraiment sur de la conduite du changement. Et donc, l'humain, là-dedans, est juste incontournable et on nous demande vraiment d'accompagner toutes ces transformations-là. Donc déjà, on avait cet aspect-là en situation, j'allais dire, normale. C'était quand même post-crise 2008, la transformation des banques. Et donc aujourd'hui, avec la situation sanitaire et qui va créer une crise économique, de nouvelles façons de travailler, eh bien, on est encore plus là en train de nous demander mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que nos collaborateurs soient encore plus efficaces, relancent la machine commerciale, maintiennent la confiance vis-à-vis des clients à distance et ainsi de suite.
Donc oui, on est sur un sujet qui est juste primordial. En parlant justement de relancer la machine, alors quels sont les besoins spécifiques de vos clients à cause de ce contexte-là? Alors, moi, je diviserais ça en deux parties. Je diviserais ce qui est lié, alors les deux sont liés à la conjoncture, mais je dirais, je mettrais ce qui est lié à la distance dans une première catégorie. Donc, on va retrouver finalement ce que j'évoquais un tout petit peu auparavant, par exemple, comment gérer une relation client à distance qui soit efficace, sachant que on n'est déjà pas toujours les champions de la gestion de la relation sans la distanciation. Okay, mais déjà depuis très longtemps, on incitait les collaborateurs à, allez, je vais caricaturer ou faire simple, passer des appels bisous aux clients pour savoir si ça va bien et ensuite rebondir sur autre chose. Bon, avec la partie, enfin avec ce qui nous attend en termes d'organisation du travail, il est probable que les clients qui venaient déjà peu en agence ne vont pas revenir plus après la crise. Donc il va falloir absolument renforcer ça parce qu'on n'aura pas d'autre canal de communication avec les clients. Donc on va retrouver ça. Donc le corollaire, c'est la vente à distance, évidemment. On va aussi avoir, on nous demande aussi beaucoup de choses sur la gestion des incivilités. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des clients qui sont en difficulté et qui ne comprennent pas qu'on les accompagne pas ou qu'on comprenne que leur situation est liée finalement à quelque chose qui n'est pas de leur fait. Donc, ils attendent un soutien. Et quand on est en difficulté et qu'on n'a pas l'impression d'être écouté, on devient assez facilement agressif parce qu'on n'a pas l'impression d'être respecté ou compris. Et ce stress-là, les collaborateurs peuvent le prendre de plein fouet, sachant qu'un collaborateur, ce n'est pas une machine, qu'il a lui-même, je l'ai dit en préambule, vécu, il vit peut-être même le stress post-traumatique. Donc tout ça fait que la communication peut être difficile. Donc on nous demande beaucoup de choses sur la gestion des incivilités. Évidemment, on nous demande aussi tout ce qui va être, alors j'allais dire purement technique, au-delà des aspects métiers, tout ce qui va être maîtrise de la communication digitale à distance. Donc, voilà, on est en train de parler. Est-ce que je me mets comme ça sur la caméra? Est-ce que je me mets loin? Est-ce que j'utilise l'espace autour de moi? Enfin bon, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Et puis, évidemment, la formation des formateurs internes qui peuvent exister chez nos clients, donc qui sont des collaborateurs qui animent ou qui sont des formateurs internes, comme leur nom l'indique, et qui sont plus habitués à faire de la formation en présentiel que de la formation à distance. Donc, il y a toute une formation aussi technique derrière ça. Et j'allais dire même nos cabinets, si on regarde un peu l'histoire, il y a des cabinets qui ont une forte histoire digitale, certes, comme le nôtre, mais il y a aussi des cabinets qui ont moins d'expérience digitale. Et ce n'est pas parce qu'on a une expérience digitale qu'on faisait beaucoup de distanciel. Je prends notre cas, on faisait peut-être 90% de présentiel. Alors, on en parlait, les clients avaient une demande, mais dans les faits, l'organisation même des clients faisait que, ou la demande même des clients faisait qu'on était plutôt sur des habitudes de fonctionnement en présentiel. Donc tout ça, il faut le retravailler. Donc je dirais ça, c'est le premier bloc qui me vient à l'esprit, c'est la partie distancielle. Après, il y a la partie conjoncturelle, que là encore, j'ai envie de diviser en deux parties. La première partie, ça va être là, ce qui se passe pendant le confinement. Bon, on y est presque au bout. Enfin, on croise les doigts, hein. On est presque au bout. Et donc là, on a eu des demandes, je dirais, qui étaient plutôt des demandes palliatives. Voilà, mes collaborateurs sont chez eux. Ils ne sont peut-être pas sur leur activité principale. J'ai peut-être pas grand-chose à leur demander à faire en ce moment d'un point de vue opérationnel. Donc, finalement, je vais utiliser tous les e-learning que j'ai à disposition pour les alimenter et les former, donc que ce soit en réglementaire ou autre chose. Donc on était plutôt sur du palliatif, des choses qui sont disponibles. Mais là, tout de suite maintenant, on est vraiment en train de travailler sur j'allais dire la rentrée. Le post-confinement est plutôt septembre-octobre quand même, parce que les gens font de juin une période un peu trouble. Donc plutôt sur septembre-octobre, on est en train de nous demander de travailler sur tous ces aspects nouveaux comportements sociaux. Donc, comment je me comporte avec mes collègues et avec les clients. Donc, évidemment, les gestes barrières, la distanciation sociale, comment j'organise une réunion, comment je travaille. Bon, voilà. Il y a tous ces aspects-là qui sont en train d'être mis en place et qui sont en train d'être discutés.
Et puis, je l'ai dit, le point clé, c'est le management opérationnel de proximité, comment je prends ça, comment j'organise ça derrière. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a en demande très forte aujourd'hui. Et je dirais même, enfin, il y a autre chose qui intervient, mais c'est que on nous demande aussi de préparer la transformation de tous les parcours qui existaient aujourd'hui en présentiel, d'en avoir une version distanciée, simplement parce que bon nombre de nos clients se posent la question de savoir s'ils pourront organiser des formations en présentiel en septembre, en octobre, en novembre, et ainsi de suite. Et d'autre part, alors sans faire de catastrophisme, évidemment, on a pas mal de clients qui, pas que des clients d'ailleurs, qui nous disent que, bon ben voilà, il y a une crise sanitaire aujourd'hui, et il n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres dans les années qui suivent, parce que peut-être que ce virus, il est saisonnier, peut-être qu'il y en aura d'autres, etc. Et donc, autant apprendre de la situation et se dire, ben, voilà, avec du distancié, on est moins exposé à ça, et donc développons ces solutions-là, qu'elles soient en asynchrone ou en synchrone, enfin avec un formateur en ligne ou avec des solutions asynchrones où le collaborateur est autonome. Et est-ce que les acteurs de la formation, ils ont les moyens de s'adapter aux nouvelles demandes ou la capacité? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un vrai risque enfin, systémique, enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même, au niveau de la profession des formateurs, enfin, il faut imaginer ce qu'est le monde de la formation. C'est beaucoup de petits indépendants, de petites structures, avec des vraies compétences, ou pas, mais en tout cas, c'est assez éclaté. Et puis, il y a quelques gros organismes et des organismes de taille moyenne. Bon, donc, il faut quand même avoir en tête qu'à partir de mi-mars, toutes les formations présentielles se sont arrêtées du jour au lendemain. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, si elles se sont arrêtées du jour au lendemain, tous ceux qui étaient 100% dépendants du présentiel et qui étaient purement dans l'animation ont vu leurs revenus tomber au niveau zéro. Bon, donc, ça veut dire que si vous êtes un organisme de formation, que vous n'êtes pas en bonne santé financière et que vous n'avez pas d'outils digitaux ou j'allais dire, fait votre courbe d'expérience dans le digital et dans le distanciel, vous n'êtes pas très bien et il n'est pas certain que cet organisme de formation soit toujours vivant au mois de septembre. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'on a un vrai risque, enfin, ou en tout cas, nous, on le sent déjà, on a de la pression d'organismes de formation qui nous appellent en disant ben, mon organisme de formation, ben, il n'a pas la capacité à le faire, ou ben, il n'est pas sûr d'être présent au mois de septembre, donc qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour pallier ce problème-là. Donc il risque d'y avoir une concentration de la demande parce que les clients vont vouloir rattraper tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas pu être fait pendant 3 mois. Alors, je ne connais pas tous les marchés, mais sur notre marché, il y a du réglementaire, par exemple. Donc, il y a des choses qui sont… alors, peut-être qu'il y aura des arrangements, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des formations à tenir. Et puis, il y a des nouveaux entrants, il y a de la rotation. Enfin, bon, il y a tout un tas de formations. Et donc, ça, il risque d'y avoir une pression sur les capacités d'animation. Et puis ensuite, on voit une chose qui est, à mon avis, un peu plus ennuyeuse, enfin qui est déjà qui vient se rajouter, c'est que évidemment tout le monde demande du distancié. Mais faire du distancié, enfin, il y a un vrai risque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font finalement du présentiel à distance. Alors, je m'explique, c'est-à-dire en gros, je reprends mes diapositives et je fais quelque chose de très descendant. Alors, je vais dire un petit peu comme ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire je me mets devant l'écran, j'affiche une diapositive et je vais parler pendant 3 heures. Bon, on sait que ça ne marche pas, mais dans l'urgence et devant peut-être le manque d'expérience, il y a beaucoup d'entreprises de formation qui aujourd'hui sont en train, alors déjà des clients qui le demandent pour pouvoir pallier, et puis des entreprises de formation qui finalement n'ont pas d'expérience et n'ont pas d'outils pour faire de vrais outils, enfin de vraies formations à distance avec le digital. Et donc, on se retrouve avec des parcours de formation qui sont finalement calqués sur ce qu'on voit dans le présentiel. Et ça, c'est dommage parce que le digital, il permet des choses juste extraordinaires. Alors, il a des faiblesses par rapport au présentiel, mais il a de vrais points forts par rapport au présentiel.
Oui, alors tout à fait. Alors, et ça rejoint effectivement une intervenante qui nous dit effectivement les entreprises du CAC 40, 83% des formations sont en présentiel. Donc, il va falloir transformer tout cela. Et la question, c'est comment articuler et transformer les formations pour les rendre réellement optimisées pour du distanciel. Et on a un autre intervenant, Thierry, qui nous dit le Covid a fait le boulot de Calliope. Oui, c'est clair. Beaucoup plus rapidement, mais pas que le boulot de Calliope, effectivement. Bon, alors, oui, il va falloir, enfin, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, il va falloir transformer, mais pas transformer n'importe comment. Enfin, on avait déjà beaucoup de questions, beaucoup de questions se posaient sur le retour sur investissement des formations en présentiel. Enfin, je pense que les gens qui sont là, je ne connais pas leur parcours, mais nos clients nous disent, bon, ben, on fait une formation, on fait venir 10 personnes, 100 personnes, plus, enfin, il faut savoir que on gère, nous, par exemple, des projets qui vont de quelques dizaines de personnes, et là, on est en train de gérer un projet où il y a 20 000 personnes à former. Donc, vous voyez, ce projet-là était prévu avec un déploiement en présentiel. Euh, bon, il est pensé d'une certaine manière. Eh bien, tout d'un coup, dans l'urgence, il faut le transformer en un parcours distancié qui soit efficace, qui maintienne l'effet waouh et qui ait l'impact pédagogique. C'est des parcours qui étaient sur 2 jours, 3 jours, 4 jours. Bon, si on fait 2 jours, 3 jours, 4 jours de présentiel comme on est en train de le faire là, je pense qu'il y a des gens qui vont, qui vont mourir en ligne et ce sera pire que le Covid. Donc c'est voilà, c'est ça qu'il faut réussir à travailler. Et pour ça, il faut bien utiliser les outils digitaux. Le digital, ça, pour moi, c'est une vraie. Enfin, quand on pense un parcours de formation en digital, bah, c'est l'occasion de, j'allais dire, penser out of the box, quoi. C'est penser différemment et de tout reposer sur la table. Si j'essaie de transformer un parcours présentiel en digital, je vais suivre la même linéarité, je vais retrouver la même chose. On fait un atelier, on fait des petits sous-groupes, on débrief, on fait un atelier, on fait des petits sous-groupes. Alors on est dans le participatif, le collaboratif, c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais il y a d'autres possibilités. Il y a une chose qui est très difficile à faire en présentiel, hein, à mon sens, c'est la formation très individualisée, c'est-à-dire très personnalisée par rapport à la personne que j'ai en face. Pourquoi? Parce que ben, si je commence à discuter avec une personne sur un cas particulier, alors on peut toujours en faire un cas d'équipe ou un cas d'école pour tout le monde, mais au bout d'un moment, on revient sur du collectif, sinon les autres s'ennuient. Bien, une des magies du digital, c'est qu'on peut travailler en parallèle. Donc, je peux avoir effectivement des plénières, je peux avoir des sous-groupes, mais aussi, à un moment donné, je peux travailler en parallèle, c'est-à-dire avoir une discussion avec un individu, un participant. Pendant ce temps, les autres travaillent sur d'autres modalités pédagogiques, des exercices en ligne, de l'analyse de vidéos, de l'analyse de documents, peu importe, du travail en groupe, on peut imaginer plein de choses. Et donc, pour aller dans le sens de Calliope et d'autres, on sait que dans le monde de la formation, on a une demande très importante sur comment je peux avoir du parcours individualisé et non plus quelque chose qui soit une soupe un peu tiède avec une formation qui s'adresse à tout le monde. Et finalement, quel que soit le talent et la compétence du formateur, au bout d'un moment, ben, on est toujours un petit peu sur quelque chose qui est médian. Donc pour ça, le digital est super important. Il permet de faire un suivi. Il permet, bon, voilà. Alors c'est pas l'outil qui fait la magie de la formation. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il s'agit d'utiliser les canaux pour ce qu'ils permettent de faire et le digital, de ce point de vue-là, voilà, c'est quelque chose qui est top. Ça ne doit pas remplacer le présentiel, ça doit venir en complément, mais on peut faire des choses extraordinaires, y compris la prise de parole en public avec du digital à distance. C'est intéressant ce que vous dites, Jean-Michel, parce que finalement, on s'affranchit non seulement de l'espace, des contraintes d'espace, on arrive à se connecter à distance, mais aussi du temps, des contraintes de temps finalement, puisqu'on a des formations qui sont souples et qui permettent de se former indépendamment des contraintes de temps et d'espace. Alors, on vous entend plus, Sonia, mais je vais rebondir sur ce que vous disiez. Alors, oui, enfin, une des forces, alors ce qu'on a comme contrainte quand on réunit des collaborateurs en présentiel, enfin, j'enfonce une porte ouverte, hein, c'est qu'il faut faire venir tout le monde, organiser une salle, c'est tout le monde en un même espace-temps, un même espace-lieu.
Bon, voilà, donc c'est une contrainte et on sort les gens du terrain à un moment qui leur convient plus ou moins. Bon. Quand on va faire du digital, alors il y aura toujours des moments où on se réunit, mais comme je le disais, on ne va pas garder les gens 2 jours d'affilée. Donc, on peut commencer à organiser ça de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptée, avec des moments asynchrones où les gens vont travailler en autonomie sur des contenus qu'on leur a donnés et qu'on va évidemment piloter, suivre, qu'on peut imaginer dans des parcours un peu sympas. Donc ça, c'est en fonction de leur emploi du temps, même si on met des jalons avec des dates à respecter et des suivis, évidemment. Et on a des moments où on se retrouve, qui peuvent être des moments courts, qui doivent être des moments courts, parce qu'on ne peut pas rester 3 heures connectés. Donc on va dire, allez, grand maximum 90 minutes, peut-être 2 heures si on met des exercices un peu sympas au milieu, avec de la mise en situation, mais guère plus. Et donc voilà, on peut imaginer des blocs qui sont beaucoup plus facilement adaptés aux agendas de chacun, qui sont beaucoup plus facilement intégrables dans les agendas. Et l'autre avantage de ce système-là, en tout cas vis-à-vis du point de vue de nos clients, c'est qu'au lieu d'avoir une formation en un bloc, plus rien pendant longtemps, on peut faire des parcours qui sont un peu étalés dans le temps, qui font que j'ai un accompagnement intéressant pour les collaborateurs. Et donc, on peut finalement ajuster le contenu des ateliers par rapport, je dirais, un mini retour d'expérience en fonction du temps qu'on a entre 2 sessions. Donc, on est sur quelque chose qui, à mon avis, peut être très qualitatif. Si on ne copie pas du présentiel en distanciel, comme je dis. Et dans ce contexte ou schéma de distanciation sociale, comment les outils digitaux sont pertinents selon vous? C'est un peu ce que je viens de dire, Lazare, c'est-à-dire que ces outils-là, ils permettent à la fois d'adapter le contenu à chaque participant, parce que, en fait, alors je vais parler des outils, on va rebondir peut-être sur Maxence, mais il y a différentes typologies d'outils digitaux, parce que derrière ça, on peut mettre plein de choses. Donc, on va avoir des outils comme celui qu'on a qui va permettre de communiquer. On va avoir des outils qui vont permettre de faire des situations, enfin, des jeux en ligne. Tout le monde connaît probablement Klaxoon ou des outils comme ça. On va avoir des outils qui permettent de faire de la digitalisation de capsules mémorielles post-formation comme Biddies. On va avoir des outils comme Cumulus qui permettent de faire des vidéos interactives dans lesquelles on va mettre on va intégrer des QCM, des drag and drop, des contenus MP4 qui font qu'au lieu de regarder la vidéo d'une manière passive, on va rentrer, la vidéo s'arrêter, je vais regarder mon contenu ou je vais faire mon jeu, je vais répondre, puis la vidéo va continuer. Donc je peux interpeller les participants sur le contenu des vidéos. On va avoir des outils comme Vive, par exemple, qui vont me permettre de vous dire, tiens, vous allez prendre la parole, vous allez vous reculer, vous allez vous mettre debout, vous allez prendre la parole comme si vous faisiez une prise de parole en public. Et moi, je vous filme globalement, les autres participants vous voient. Et on a préprogrammé sur le côté de l'écran ou de votre téléphone des boutons. Donc, par exemple, le regard, la gestuelle, mais aussi le contenu, les éléments de langage, peu importe, ils sont préprogrammés. Et donc, au fur et à mesure que la personne fait son exercice de prise de parole en public, eh bien, moi, je vais cliquer sur des boutons, le bouton qui est préprogrammé en disant, tiens, là, j'ai vu quelque chose sur le regard, tiens, ça, c'est pas mal sur la gestuelle, tiens, là, il y a eu une hésitation, tiens, là, au niveau de la méthode, c'est pas respecté. Voilà. Et donc, la personne arrête sa prise de parole en public et sous l'écran, on voit une ligne de temps avec tous les tags qui ont été faits par les participants. Et donc, il suffit que je clique sur un tag et au lieu de re-regarder toute la vidéo, eh bien, je vois le passage qui m'intéresse. Donc, je vois les nuages de points où tout le monde a tagué, je vois les trucs qui sont isolés, donc je peux choisir. Et ça a une grande vertu, enfin, ça a 2 grandes vertus, ce type d'outil, c'est que d'abord, le feedback est structuré, et ensuite, pendant l'exercice, les participants sont acteurs, il n'y a pas que celui qui joue. Bon, voilà. Donc, on a ce type d'outils qui existent. Évidemment, après, il y a des outils qui sont, à mon sens, encore une dimension au-dessus, qui sont les outils immersifs comme ceux de Maxence, où on est carrément dans l'univers et on n'est plus sur des choses qui sont préprogrammées avec des scénarios qui vont à droite ou à gauche. On a vraiment face à nous de l'intelligence artificielle qui va réagir par rapport à ce qu'on dit. Bon, mais j'imagine qu'on va en parler un petit peu plus après. Donc le digital, voilà, est juste incontournable dans le contexte actuel.
Donc, juste avant qu'on parle un peu des outils de Maxence Innovation ou d'autres outils, la question que je souhaitais vous poser, c'était par rapport à l'image de la formation digitale. Parce qu'on a beaucoup parlé de la formation digitale, en quoi ça remplaçait le présentiel, que ce n'était pas aussi efficace, etc. Et on a vu aussi que dans les chiffres, plus de 1000% de formats de contenu d'augmentation dans les contenus digitales pendant le confinement. Donc, quel est votre point de vue par rapport à ça? Bon, alors d'abord, ça n'est que mon point de vue, hein. Alors, ce que je dirais, c'est qu'il y a toujours eu une demande sur le digital, mais elle était un peu molle. De la même manière qu'il y a toujours eu une demande sur le télétravail, mais avec des réticences. Parce que, voilà, enfin, dans l'inconscient collectif, si je ne vois pas la personne, ben, ça veut dire qu'elle est à la piscine. Donc, on n'a pas toujours l'impression que les gens sont des adultes responsables, ce qui est dommage. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est quand même, pour une partie congrue de la population, il y a au moins 95% des gens le matin qui essaient de bien faire, enfin, de faire efficacement leur travail avec le plus d'implication possible. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, alors je mets évidemment de côté tous les aspects dramatiques, hein, tout ce qui est sur la santé, en fait, est juste un accélérateur. Alors je ne sais plus qui disait, voilà, je vois qu'Olivier avait marqué, il a fait le boulot de Calliope, mais il a aussi fait le boulot de toute la réorganisation très rapidement. C'est-à-dire, partout où étaient les freins de tiens, on va travailler, on va faire du télétravail, tiens, on va faire de l'appel à distance, tiens, bah, finalement, on n'a peut-être pas besoin de locaux, tiens, etc. Bah, le Covid montre que c'est possible. Donc, tous les freins qu'il pouvait y avoir par rapport à de la communication à distance, ce qu'on est en train de faire là, ça peut paraître simple, mais on a quand même des gens qui avaient des gros doigts, et puis c'est pas toujours simple voilà, de se connecter, d'échanger. Et il y a plein de gens qui disent, oh, mais non, je préfère qu'on fasse une réunion en face à face. Donc, du coup, on n'utilise pas les outils, donc on ne les connaît pas, donc on est moins à l'aise, donc on ne veut pas les utiliser. Donc, et on était dans un espèce de cercle infernal où on n'utilisait pas les outils. Mais là, de fait, tout le monde a été obligé de se mettre aux outils pour communiquer avec sa famille, déjà, première chose, hein, c'est pas neutre, ses amis, tous les apéros qu'on a vus en ligne, mais aussi ses collègues et ses clients. Donc, les freins qu'il pouvait y avoir par rapport au distancié, je pense que le niveau de résistance a considérablement baissé. Alors, je ne dis pas que ça remplace, hein, loin de là, mais les freins ont baissé. Et bien, on a la même chose dans le distancié. C'est-à-dire que la formation distanciée qui a été profondément abîmée, de mon point de vue, par les heures et les heures d'e-learning non interactif dans lequel finalement on rentre et puis bon, ben, la plupart des gens ont cliqué sans vraiment écouter parce qu'il n'y avait pas d'interaction, parce que ça a été pensé comme une formation descendante et pas toujours comme des choses très, très sympas. Eh bien, tout ça, ça a fait du mal parce que, enfin, c'est comme tout, hein, trop d'e-learning tue l'e-learning. On a vu des gens, en tout cas dans nos clients, enfin, quand on leur parle d'e-learning, ils attrapent des boutons. Donc, le distancié, oui, mais il faut le réinventer avec des choses qui sont d'abord plus personnalisées, comme je le disais. Il faut des parcours individuels, parce que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui au travers des plateformes LMS de suivre la montée en compétences des gens. Et puis d'avoir une montée en compétences. Enfin, chaque collaborateur est différent, hein. On a des nouveaux, on a des anciens, on a des gens qui ont des appétences. Ce n'est pas parce que je suis efficace sur un domaine que je le suis dans l'autre. Donc voilà, ça, le digital, ça va être juste génial. Donc oui, le distancié, mais pas le distancié qu'on a connu dans les années précédentes. D'accord, très intéressant. C'est-à-dire, en fait, le maître mot, c'est finalement, c'est l'interaction et c'est la possibilité d'avoir des outils qui nous permettent d'augmenter notre attention à l'autre. C'est-à-dire d'être en quelque sorte un formateur augmenté qui nous permet de voir, de savoir quand une personne est en difficulté, quand une personne éventuellement est même en détresse, et de pouvoir également à la personne elle-même lui donner des outils pertinents pour se reprendre et surtout aux coachs, aux formateurs de remédier. Alors, il y a plusieurs choses. Indépendamment de l'intervention ou de l'accompagnement d'un formateur, les outils digitaux permettent une traçabilité. Alors, une traçabilité positive, évidemment, sur finalement le parcours qu'a suivi la personne, son degré de compréhension, puisqu'on peut voir avant, après, on peut voir les points sur lesquels il a cliqué, le niveau d'attention. On peut, nous, de notre côté, faire des ajustements
en disant, mais tiens, ces questions-là, on a un problème, le taux de compréhension n'est pas bon, ça veut donc dire qu'il y a 10% de la population qui ne comprennent pas la question ou qui échouent. À la limite, ça, on peut le comprendre, mais si c'est 90 ou 95% ou même 80%, on a un problème sur la question. Donc, les outils digitaux en tant que tels permettent de la traçabilité et de l'adaptation. Ils permettent des parcours différenciés beaucoup plus facilement. Quand vous travaillez, on parlait des formations en présentiel où vous réunissez les gens. Allez, dans le meilleur des cas, sur un même parcours, vous allez imaginer deux parcours, les gens qui ont l'appétence et les gens qui n'en ont pas. Et c'est tout de suite une vraie problématique d'organisation logistique quand vous avez du monde. Parce que les gens sont de différentes régions, il faut les réunir. Bon, c'est tout de suite très compliqué. Avec du digital, vous pouvez imaginer autant de parcours que vous voulez. Alors, dans une limite raisonnable, évidemment, mais vous pouvez imaginer d'avoir des parcours qui sont vraiment individualisés. Vous allez chercher les briques qui vous intéressent, vous vous inscrivez au webinaire que vous voulez. Bon, il faut responsabiliser les gens, il faut les accompagner parce qu'ils sont occupés, etc. Mais on peut vraiment imaginer des choses très sympas. Et une fois qu'on est dans la formation en tant qu'animateur, ah oui, on peut faire du collectif, du petit groupe, de l'individuel, ce qui est compliqué à faire en présentiel. Donc, du coup, je peux faire des choses très accompagnantes et très efficaces. Alors, il y a Clotilde qui nous demande de quel outil en fait nous parlions exactement lorsque nous évoquions les possibilités d'interaction sur les prises de parole. Celui avec les boutons préprogrammés, c'est un outil qui s'appelle Vyfe, V-Y-F-E. C'est une start-up française oui, ils doivent exister depuis maintenant. On travaille avec eux peut-être depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc, ce n'est pas très, très ancien. Et c'est un produit, c'est un outil, une application qui fonctionne aussi bien en présentiel qu'à distance. Alors, ça va être aussi un vrai challenge pour les organismes de formation et pour les formateurs internes. C'est que l'outil, c'est un peu comme une Formule 1. Quand vous avez un outil, quand vous êtes à pied, si vous tombez, bon, vous pouvez vous faire mal, mais pas trop, mais si vous êtes en voiture ou en Formule 1, vous pouvez faire très mal. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'outil, il faut le maîtriser. Et donc, on voyait en formation présentielle, je vais dire ça de manière un peu diplomatique, si vous êtes un peu talentueux et que vous connaissez votre sujet, vous pouvez arriver en formation présentielle quasiment les mains dans les poches. Et du coup, aujourd'hui, sous couvert de collaboratif et de plein d'approches dans ce style-là, c'est vrai que vous n'avez pas forcément besoin de support, mais vous pouvez arriver comme ça. Voilà. Vous connaissez votre sujet, je ne dis pas sans connaître votre sujet en étant en plaisantin, mais vous pouvez, si vous avez un peu de charisme, un peu de connaissance, si vous avez l'habitude, vous allez tenir la salle dans la journée, vous allez faire vivre un truc un peu sympa et ils sortiront en ayant un effet wow. Sans préparation quasi. En distanciel, ça c'est juste impossible. C'est vraiment impossible. C'est-à-dire que si vous n'avez pas organisé votre formation, si vous n'avez pas votre parcours pédagogique, si vous n'avez pas checké votre technologie, si vous n'avez pas exactement votre chemin de fer, si vous n'avez pas prévu les interconnexions avec les collaborateurs, avec les participants, vous êtes mort. Parce que il faut quand même avoir conscience que, admettons qu'on fasse une alternance, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Si on fait une alternance, par exemple, d'une classe synchrone, où on est en train d'échanger comme ça, et tout d'un coup, je vous envoie dans une classe asynchrone. Bon, si cette classe asynchrone est trop longue, si elle n'est pas bien remplie, si le temps de pause est trop important, il se passe quoi? Je suis collaborateur, c'est normal. J'ai un temps de pause, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, et je regarde mes mails, et c'est parti. Même si on lui dit de se reconnecter à 15 h pour la suite, mais la personne elle risque d'avoir 5 minutes de retard, 10 minutes de retard. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un client, une urgence, etc. Donc, il peut y avoir ce type de problème. Ensuite, si je ne maîtrise pas bien mes outils, je vais cafouiller, je ne vais pas savoir m'en servir, je ne vais pas en tirer l'optimum. Et les collaborateurs, les participants, ils ne vont pas avoir une expérience utilisateur qui sera bonne. Voilà. Donc, il faut savoir se servir des outils, pas en avoir trop non plus, parce qu'à l'heure actuelle, je dis bien à l'actuel, je pense que ça va s'améliorer. On n'a pas toujours des plateformes partout qui permettent de passer sans couture d'une application à l'autre. Bien souvent encore, on voit, on est en connexion, je vous demande de vous déconnecter et de vous connecter à notre application, vous ressortez, je vous rappelle sur l'application, et donc il y a ce que j'appelle des coutures et des risques de perte. Donc voilà, il y a tout un travail au niveau de la compétence et de l'animation du formateur à repenser. Très bien.
Écoutez, c'est très, très intéressant tout ça. Alors, finalement, vous utilisez la technologie Maxence depuis plusieurs mois déjà. Et ce qu'on aimerait peut-être savoir aussi, c'est comment vous avez articulé Maxence. Donc, Maxence, c'est de la VR, de l'intelligence artificielle et des neurosciences, le tout combiné pour des parcours immersifs de formation. Donc, on a mis l'accent effectivement sur l'importance de l'interaction, l'importance d'avoir des outils qui donnent une clarté de part et d'autre, un double feedback côté apprenant et côté formateur. Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce que Maxence vous a apporté? Alors ça, c'est une bonne question. Alors je vais peut-être raconter un peu ce que j'ai vécu avec Maxence, parce que c'est comme ça que ça a démarré. On voit beaucoup de gens qui viennent nous voir avec des solutions, donc nous, on est très curieux par nature, on essaie de voir ce qu'est l'avenir. Bon, la réalité virtuelle, bon, on en avait eu, alors plutôt à titre personnel, dans des jeux et autres. J'ai des grands-enfants, donc je vois ce que ça peut donner. Mais quand en fait Lazare est venu me voir, il a commencé à me dire voilà, je viens vous voir pour une solution, mais au lieu de vous raconter ce que ça fait, je vais vous mettre le casque sur la tête. Bon. Et je dois dire que quand j'ai mis le casque sur la tête, bah, j'ai été bluffé. Alors d'abord, c'est extrêmement fluide, extrêmement immersif, c'est-à-dire que des solutions de réalité virtuelle, vous en avez beaucoup. Enfin, vous avez plein de solutions, je ne dis pas qu'ils font de l'information, mais plein de systèmes de réalité virtuelle. Vous en avez qui sont de plus ou moins bonne qualité. Donc, il y en a qui sont pixelisés, il y en a qui sont avec des acteurs, mais là, on est dans un univers d'avatar extrêmement fluide, très proche de la réalité. Et pour le coup, je me suis retrouvé sur une scène devant 500 personnes en train de devoir pitcher pour raconter qui j'étais. Bon, normalement, c'est un petit peu mon métier, j'ai un petit peu l'habitude de la formation, c'est pas la première fois que je prends la parole en public. Eh bien, j'ai ressenti exactement les mêmes sensations, c'est-à-dire cette profondeur de salle, je suis sur un pupitre, j'avais mon timing, j'ai mon tableau derrière avec mes diapositives qui passent, etc. Enfin, c'est juste bluffant, les gens qui me regardent, débarquent pour me dire attention, vous regardez trop à droite, la salle, passez au milieu, votre diction, votre élocution, etc. Et je suis resté, enfin, tout de suite, j'ai eu l'impression d'y être. Au bout de 30 secondes, j'avais oublié que j'étais en réalité virtuelle et je me suis laissé emporter sur le jeu. De la même manière, je me suis retrouvé, enfin, il y a plusieurs univers hein, et j'ai adoré ça. Donc, on peut passer d'une salle, enfin, d'une estrade, d'un plateau de télé, une salle de réunion, un bureau, donc en face-face avec quelqu'un, un guichet d'accueil. Bon, et puis, on peut imaginer d'autres univers, mais voilà ceux que j'utilise aujourd'hui. Et donc ça, c'était juste assez bluffant d'un point de vue immersif. Alors, on n'a peut-être pas le temps de parler de neurosciences ou de neuropédagogie, mais quand même, en termes d'apprentissage et d'ancrage mémoriel, on connaît l'importance de l'émotion au niveau du cerveau, et on sait que notre cerveau, quand on rentre dans une histoire, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est juste de l'imaginaire. Et on connaît l'importance du jeu pour l'ancrage mémoriel et pour l'apprentissage. Et là, de me retrouver en situation comme ça, enfin, j'ai trouvé ça juste assez bluffant. Donc ça, c'était, je dirais, sur la première impression. Après, je vais me placer du point de vue de l'organisme de formation ou du client, parce que ce n'est pas uniquement destiné, si j'ai bien compris, aux organismes de formation. Il y a une chose qui est juste extraordinaire, c'est l'éditeur de scénario. Alors, je vais remonter un tout petit peu en arrière et dire que j'ai expérimenté deux types de solutions de réalité virtuelle pour Sherpa et pour nos clients. La première typologie de réalité virtuelle que j'ai expérimentée, elle est basée sur finalement de la vidéo, c'est-à-dire que je rentre dans l'univers et je suis dans un univers réel de vidéo avec des acteurs qui interviennent. Donc, évidemment, c'est assez bluffant parce qu'on s'y croirait. Maintenant, ça a une vraie contrainte, c'est que dès que vous imaginez un scénario, dès que vous voulez changer une phrase, dès que votre méthodologie évolue, dès que, etc., vous êtes obligé de repasser par de la scénarisation des acteurs, en priant pour que l'acteur ou l'actrice n'ait pas pris 3 kilos, pour qu'elle porte la même tenue, qu'elle soit disponible, etc. Et donc, c'est long, coûteux et complexe. La magie pour un client de Maxence, c'est qu'il y a un éditeur de scénario.
ça veut dire qu'on est dans un monde d'avatar. Donc, j'écris mon scénario, dans la seconde qui suit, l'avatar, il joue le scénario. Il n'a pas de vacances, il n'a pas de RTT, il ne prend pas de poids, il est disponible 24/24, y compris le week-end, y compris pendant le Covid, etc. Et donc, ça veut dire que j'ai un scénario où je vais, qui est alors user-friendly, hein, facile, vraiment facile à utiliser, où je vais rentrer mes éléments de réponse, mes questions, ma structure, mon organisation, etc. Les réactions de l'avatar, enfin ça j'en parlerai peut-être sur les évolutions de ce qui a été fait pour nous, ça, je trouve ça juste génial en termes de réactivité. Et donc là, vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous avez votre scénario et ça, vous êtes autonome. Donc ça, c'est le premier point fort. Le deuxième point fort, c'est qu'on parle avant de parler de réalité virtuelle, on va parler d'intelligence augmentée, parce que c'est ça la force de l'outil Maxence, c'est que vous n'êtes pas sur un scénario A ou B où on vous dit, finalement, vous dites ça ou vous dites ça. Vous n'êtes pas en train de choisir entre A ou B ou en train de cliquer, vous êtes vraiment en train de converser ou de parler avec une intelligence artificielle, alors à qui vous avez donné des éléments évidemment, mais l'intelligence artificielle, par rapport à ce que vous dites à un instant T, va aller piocher dans les éléments que vous lui avez donnés une réponse et un comportement. Donc, j'ai envie de dire, le scénario, il est très large déjà. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Ce qui pouvait paraître comme une faiblesse, c'est-à-dire le casque, parce qu'au départ, je me suis dit, mais c'est juste génial. Mais ouais, je vous reprends mon client, j'ai 20 000 collaborateurs, je n'ai pas 20 000 casques. Hein. Je ne sais même pas si le marché est capable de les produire rapidement. Je parle de casque, pas de masque. Hein. Bon. Donc, ça aurait pu être un frein, par exemple, au déploiement. Eh bien, un autre point qui est, à mon avis, un vrai point fort, c'est que si vous n'avez pas de casque, vous pouvez vivre l'expérience Maxence sur un écran. Donc, évidemment, vous n'avez pas le côté immersif du casque, mais vous êtes immergé par l'image parce que dans l'écran, vous pouvez aussi vous promener, vous avez une vue de 360, et pour le coup, l'intelligence artificielle, elle réagit de la même manière. Donc ça aussi, c'est un point fort, c'est-à-dire que du coup, ça rend accessible à des populations importantes l'intelligence artificielle sans être bloqué par le fait d'avoir un casque. Même si parmi nos clients, de plus en plus de banques, en l'occurrence, ont des casques de réalité artificielle. Et l'autre point, c'est, alors, je ne connais pas, enfin, je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas vos clients ou je ne connais pas vos contraintes techniques, mais on peut avoir parfois des problématiques de bande passante chez nos clients. Pourquoi? Parce que, prenons ce qui s'est passé avec le Covid, si tout le monde est en train de se connecter en même temps, de faire des jeux, des WebEx et des choses qui sont consommatrices de bande passante, on peut avoir un problème. Un autre point fort que j'apprécie chez Maxence, c'est le côté offline. Alors, ça veut dire que, évidemment, je peux fonctionner en online, mais je peux aussi fonctionner en offline. Alors, on comprend que si je veux fonctionner en offline, à un moment, j'ai dû télécharger l'application. Ça, c'est juste incontournable. Mais une fois que j'ai mis ça en prérequis et j'ai pu le faire bien en amont, si j'ai eu l'information, le jour où j'ai besoin de m'entraîner ou j'ai besoin de me servir de la réalité virtuelle en présentiel, enfin en classe à distance, en classe virtuelle, eh bien, je peux le faire sans que ce soit pour autant consommateur de bande passante. Et puis après, quand je reconnecterai mon casque ou mon écran, eh bien, les données se synchroniseront et hop, moi, dans mon LMS, je récupère les informations et ça me permet à nouveau un suivi individuel des progrès. Donc ça, c'était un autre point fort. L'autre, enfin, toujours d'un point de vue pédagogique et structuration des formations, il y a un truc qui me paraît plutôt bien. Enfin, tous ceux qui ont fait assister ou organiser des formations en présentiel savent qu'à un moment, on arrive sur une phase de mise en situation. Bon, alors, on va imaginer qu'il y ait deux personnes qui jouent une mise en situation au milieu d'une plénière. Bon, c'est bien. Alors, il y en a deux qui jouent, 8 qui regardent. Alors, on les rend un peu acteurs comme on peut, mais ils sont quand même passifs. Alors, la première fois, ça va. Deuxième fois, c'est fatigant. Et on est obligé de s'arrêter là. On ne va pas faire ça 10 fois, donc tout le monde ne passe pas. Donc après, on peut imaginer mettre les gens 3 par 3. Alors, il y en a ou 4 par 4. 2 qui jouent, 2 qui débriefent. Et puis, l'animateur qui essaie de passer un peu d'un groupe à un autre. Bon, il voit ce qu'il peut parce qu'il y a plusieurs groupes. Et il n'est peut-être pas là au bon moment pour débriefer. Et le débrief dépend évidemment de la compétence des observateurs qui, je rappelle, sont juste des participants qui découvrent. Donc après, on peut imaginer des modalités où on les met en file indienne. Bon, voilà. Il y a plein de modalités qu'on essaie de créer. L'avantage de l'outil Maxence, que ce soit en distancié ou en présentiel, c'est que
à partir du moment où on les met soit face à l'écran ou dans un casque, eh bien, tout le monde peut s'entraîner en parallèle. Et à partir de là, tout le monde est dans l'action, tout le monde est immergé, tout le monde est actif et tout le monde a droit à un débrief, parce que ça, c'est un point important que je n'ai pas noté, c'est qu'une fois que vous avez fait votre mise en situation et que vous pouvez recommencer, dans le process, mais une fois que vous avez terminé votre mise en situation, vous avez un tableau qui apparaît donc, dans la salle en 3D dans lequel vous voyez votre score. Alors votre score d'aisance, votre regard par exemple, vous allez voir votre articulation, le nombre d'hésitations, est-ce que votre débit était le bon, etc. Mais aussi un score par rapport à un référentiel. Donc de ces référentiels, vous allez trouver par exemple des éléments de langage. Imaginons que vous vous entraîniez à faire un pitch commercial ou une présentation et que vous ayez envie d'entendre rupture, nouvelle stratégie, je ne sais quoi, eh bien, l'intelligence artificielle va être capable d'analyser votre wording, ce que vous allez dire, et vous dire sur un tableau de score, eh bien, il y avait 10 éléments de langage que vous devriez prononcer, vous en avez prononcé 8 ou 6 ou 10. Bravo. Et au-delà de ça, donc il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on est en train de tester et qui est top, c'est la méthode. Alors, je m'explique. J'imagine que vous avez tous une méthode de vente ou une méthode de management. Et donc, je vous parlais d'éléments de langage, mais l'intelligence artificielle, que vous prononciez le mot rupture en début d'entretien ou en fin d'entretien, vous l'avez prononcé, donc elle va vous dire les éléments de langage sont respectés. Or, si on prend un entretien de vente, prenons un entretien de vente parce que c'est peut-être ce qui est le plus simple, on va dire qu'il y a une première phase qui va être la phase d'accueil, puis une phase de découverte, puis reformulation, etc. Donc, on a des phases. Et donc, ce qui est important, c'est que les éléments de langage que vous attendez, comme par exemple dans la phase d'accueil, je suis votre conseiller banque et assurance, on va faire un entretien d'1 heure dans lequel je vais être amené à vous poser des questions pour mieux vous conseiller. Mettons qu'on ait ces 4 éléments de langage, je les veux à ce moment-là, je ne les veux pas plus tard. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de vous dire, dans ces séquences-là, vous avez eu les bons éléments de langage. Et plus loin encore, en fonction du respect des éléments ou de la méthode, des éléments de langage et ou de la méthode, je suis capable, moi, en toute autonomie, de paramétrer la réaction et la réponse de l'intelligence artificielle, de l'avatar. Donc, soit de le rendre souriant, soit de le rendre en train de s'interroger, soit de montrer qu'il n'est pas content et d'envoyer une réponse plaisante ou déplaisante. Okay. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui devient très fin et sur lequel on a une grosse autonomie. Et c'est pas, je ne vais pas passer 15 jours à construire un scénario. À partir du moment où c'est clair dans ma tête, mon côté, l'aspect ingénierie, c'est-à-dire conception de mon scénario est prêt. Alors, on va dire que peut-être la première fois, on va passer une journée à construire un scénario qui réagit bien. Et petit à petit, voilà, en une demi-journée, on commence à faire des scénarios de 5 minutes d'entraînement. Et 5 minutes, c'est long en entraînement, qui sont assez efficaces. Voilà. Donc, ça, j'apprécie. J'apprécie aussi le fait de pouvoir regarder a posteriori, ce qui me permet de… Je vois quelqu'un pose des questions sur les asynchrones. Par exemple, je peux demander à un collaborateur de s'entraîner en asynchrone sur la réalité virtuelle Maxence. Et moi, en tant que coach, je vais sur mes tableaux de bord et je peux reprendre et réécouter, regarder les scores et réécouter ce qui a été fait par le participant. Donc, je peux traiter ça aussi en asynchrone. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités et j'en oublie probablement d'autres, dont le collaboratif, qui est une autre fonctionnalité. Je répondrai aux questions peut-être après parce que je les vois qui défilent et je ne peux pas répondre à tout en même temps. J'étais en train de parler du collaboratif. Donc là, ce que j'exposais sur Maxence, pourquoi on a retenu Maxence? Parce qu'il y a ce travail individuel. Mais il y a aussi une fonctionnalité collaborative qui est pas inintéressante, qui permet finalement de se retrouver tous ensemble dans une salle virtuelle, une salle de réunion virtuelle, et d'échanger sur des contenus et de pouvoir faire des QCM, de pouvoir faire des drag and drop, de pouvoir faire un brainstorming avec des post-it qu'on va agencer, etc. Alors, c'est en fait l'objectif de cet outil, c'est de pouvoir faire, si vous voulez, un petit peu comme Klaxoon, mais au lieu d'être devant mon écran, je suis dans la salle avec les autres. Alors évidemment, si j'ai mon casque, je suis complètement immergé.
si je suis à l'écran, ben j'ai une salle de réunion où je vois les autres avatars et ça a un petit côté sympa et en même temps très utile d'un point de vue pédagogique et organisation de réunion. Voilà, j'en ai peut-être dit trop, mais Non, non, c'est voilà ce très qui me bien. venait Merci beaucoup, dans merci. l'usage. Je Et je vois peux vous dire que ça fait un effet waouh vis-à-vis de nos clients. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vois qu'il y a une autre question. Je sais, est-ce qu'on a répondu suffisamment sur la question sur les casques qui peuvent donner mal au cœur à certaines personnes? Alors oui, alors ça alors deux choses. Hein. Une nouvelle fois, évidemment, il faut s'assurer que les gens supportent, n'ont pas de problème d'épilepsie ou autre. Mais je veux dire ça, c'est pas lié à Maxence, c'est lié tout simplement à la réalité virtuelle. Il y a des gens plus ou moins sensibles, donc évidemment, il faut s'en assurer. Mais une nouvelle fois, le grand avantage de la solution Maxence, c'est que si vous ne pouvez pas le faire sur le casque, vous le faites sur votre téléphone, vous le faites sur votre tablette, vous le faites sur votre PC, et finalement vous avez l'essentiel, c'est-à-dire l'entraînement par rapport à la réalité virtuelle, par rapport à l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée. Donc, vous perdez un peu le côté immersif, c'est clair, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le casque. Et dans l'immense majorité des cas aujourd'hui, de toute façon, on fonctionne sur écran parce qu'on n'a pas, nos clients n'ont pas assez de casques, ou aujourd'hui le coût du casque est encore prohibitif pour équiper tout le monde. Mais ça progresse. Alors, pas sur le coût, mais sur l'équipement. D'accord. Alors, on nous demande, oui, vous parlez de vos clients, est-ce possible d'avoir 2 mots sur le type de client? Alors, effectivement, nous, on a différents types de clients. Ça va à la fois, on a plusieurs organismes de formation. Ça, c'est effectivement une grande partie de notre clientèle, mais également jusqu'au management consulting, c'est-à-dire des organismes, des cabinets de conseil. On a de grands comptes comme PSA, des grands comptes internationaux, SNCF. Par exemple, on travaille également pour des problématiques d'intrapreneuriat, toutes les questions de déploiement international, puisqu'on a une solution qui potentiellement peut être traduite et adaptée en différentes langues. Et non sellement, il ne s'agit pas simplement de traduire des mots, mais également d'adapter à des cultures, hein, surtout quand il s'agit d'outils d'entraînement à la vente. Là, on est sur de l'intangible. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse sur les adaptations à la culture, aux différentes cultures, pour pouvoir faciliter les déploiements internationaux. Et puis, par ailleurs, eh bien, on est en train de développer aussi une offre à destination des lycéens et des étudiants, ainsi qu'une offre contre l'illettrisme, qui est un combat qui nous tient très à cœur. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voudriez rajouter, Jean-Michel, sur cette question-là? Nos clients à nous sont, je le disais en introduction, des banquiers en fait. Hein, ce sont des banquiers ou des compagnies d'assurance. On a d'autres clients, on a d'autres grands comptes qui sont dans la santé. On a des gens qui sont des grands de la cosmétique, etc. Mais nos clients principaux, ceux en tout cas avec lesquels nos clients principaux, 95%, c'est banque et assurance. Et pour l'instant, il n'y a qu'avec eux qu'on a testé la partie réalité virtuelle. Donc, je ne peux pas vous parler de l'appétence des autres marchés. C'est quelque chose qui est très récent, donc je ne peux pas non plus vous dire qu'on a 2 ans de track record sur cet aspect-là. Mais par contre, je peux vous dire là encore que pour le coup, le Covid est un vrai accélérateur parce que tout le monde regardait un peu ça en disant ouais, c'est génial, ça intéresse tout le monde. Maintenant, la mise en place, etc., tout le monde se disait bon, oui, en présentiel, tatati, tatata. Avec la distance, la formation à distance, je veux dire, on a gagné, on est passé de ben oui, c'est sympa, quand est-ce qu'on le met en place, comment on le met en place, comment ça marche, etc. Il y a quelque chose que je voudrais préciser sur les casques et sur les facs, parce que je vois 2 questions. Il y en a peut-être d'autres, mais j'arrive pas à tout voir. Il y a quelque chose qui est important, c'est que, alors je ne sais pas dans quelles conditions vos collègues ou vos collaboratrices ont testé les casques. Je vois que certains ont eu mal au cœur. Alors il y a différents, il faut se dire que dans les casques, j'ai un directeur d'exploitation, donc un numéro 2 de banque, qui refusait de mettre le casque parce qu'il avait eu une mauvaise expérience. On lui avait fait faire de la réalité virtuelle où il fallait sauter, où ça bougeait dans tous les sens, parce que qui dit réalité virtuelle dit sensation. Et on recrée des sensations où les gens montaient, ça bougeait dans tous les sens, c'était lumineux, flashy, etc. Et les gens avaient mal au cœur. Bon. Et donc, ils refusaient. Et
ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette réalité virtuelle-là, elle est dans un environnement professionnel. C'est-à-dire que ça ne bouge pas plus, à la limite, que ce qu'on voit là, sauf si je me mets à bouger ma caméra en disant tiens, je vais regarder ce qu'il y a autour et ce qu'il y a derrière. Donc, en fait, c'est moi qui décide du mouvement. Il y a pas, c'est pas un décor qui est en train de bouger dans tous les sens. On est dans une salle de réunion où je suis face à quelqu'un qui bouge pas plus qu'une personne normale. Ça ne veut pas dire qu'il y en a que tout le monde supporte. Hein. Je peux comprendre qu'il y en ait qui sont un peu plus sensibles, mais il faut quand même intégrer ça. C'est pas un univers à sensation, c'est un univers professionnel avec des scénarios professionnels. Donc, on n'a pas cette sensation, enfin, on perd cette sensation de voilà, d'éblouissement et autres. Bon, après, il y a des physiologies qui ne supportent pas, et auquel cas, je reviens au casque, à l'écran. Je vois la fac, alors je n'ai pas tout à fait la question, mais je vois qu'il y a un mot sur fac, mais ça, du coup, ça m'amène aussi sur la réalité virtuelle, sur l'outil Maxence, qui a une fonctionnalité fac, donc les questions les plus fréquentes, FAQ. Vous pouvez programmer, vous pouvez utiliser l'outil Maxence soit pour de la mise en situation, c'est-à-dire je vais parler, je vais faire un entretien de vente, un pitch ou un entretien managérial, et l'avatar va réagir. Je peux avoir l'inverse, c'est l'avatar qui me pose des questions, je réponds, il évalue la cohérence de mes questions, mais j'ai aussi la possibilité, moi, de poser des questions de type FAQ à l'avatar. Exemple, dans les conditions générales, article 2, alinéa 3, que veut dire tel service? Et l'avatar va me répondre comme le ferait une fac normale écrite, sauf que là, vous avez quelqu'un qui vous parle. Donc, ça peut être aussi une possibilité de l'utiliser. Après, la question exacte, c'était quoi? L'autorisation à distance, dans les apprentissages à distance. Ah, alors bon, ça dépend un peu de la culture des entreprises. Hein. Mais ce qu'on a trouvé de mieux pour l'instant, c'est de créer une motivation autour de ça. Donc, c'est d'encapsuler finalement les différents contenus que vous avez prévus en asynchrone dans un parcours qui est une sorte d'aventure, pas forcément lié à l'activité. Je m'explique, je prends un exemple enfantin. Vous créez, je sais pas moi, une énigme policière. Donc, on découvre je sais pas quoi, un trésor ou un cadavre ou ce que vous voulez sur votre culture dans le coffre d'une voiture. Bon, voilà, et vous êtes qui vous voulez, et vous démarrez votre enquête finalement. Et donc, mais pour ouvrir le coffre de la voiture, il faut que vous récupériez un élément dans le bloc de connaissances qui se trouve à tel endroit. Donc, on vous fait ouvrir ce bloc de connaissances, vous suivez votre bloc de connaissances, vous récupérez les 2 ou 3 indices. Si vous les avez récupérés, vous avez un indice supplémentaire et ça vous permet de passer à l'étape suivante de l'activité. Donc, en fait, on va une nouvelle fois parier sur le fait qu'à partir du moment où on commence à vous raconter une histoire et que vous commencez à jouer, vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Maintenant, voilà, ça dépend de ce qui se passe autour. Il faut aussi intégrer qu'il y a des gens qui sont débordés par l'opérationnel, qui ont du mal à gérer leur temps, qui ont tout simplement des clients qui ne sont pas toujours… on ne peut pas gérer tout le temps le temps client. Donc, oui, il y a plein de choses à mettre derrière, mais bon, ça prendrait du temps d'en discuter. Mais voilà, il y a de l'organisation, il y a ce type de structuration. Et puis, la mise en place de fac, oui, mais il faut qu'elle apporte un plus. Alors, en parlant de FAQ, il y a une question qui est très souvent posée, c'est quelles sont les différences finalement d'adhésion en fonction des générations? Alors, on a des générations qui peuvent être plus ou moins mûres. Évidemment, on sait que c'est un outil qui est extrêmement efficace pour engager les millennials et les digital natives. Ça, c'est sûr. Mais alors, comment ça se passe finalement quand on a des personnes de différentes générations dans une cohorte d'apprenants, par exemple, selon votre expérience? Alors, bon, je dis pas que ce qu'on dit sur les générations et le digital est faux, parce que ce serait quand même pas être tout à fait dans le vrai. Mais quand même, moi, je connais des gens qui sont jeunes comme moi, qui sont très à l'aise avec le digital, des gens qui sont même plus âgés, et je connais des jeunes qui sont pas à l'aise et qui sont même réfractaires au digital parce qu'ils considèrent que, voilà, dans la vie d'aujourd'hui, c'est une intrusion, etc., etc. Donc, déjà, je serais un peu sur les générations un peu
prudent sur cet aspect-là parce que je pense que c'est plus une question d'individu que de génération, même si évidemment la génération a un impact. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que j'ai pu constater alors, en présentiel, c'est que il y a eu beaucoup d'entraide entre les générations de ce point de vue-là et il y a une espèce de jeu qui se mettait en place. Mais il n'empêche qu'il y avait toujours des difficultés et à distance, c'était compliqué. Mais pour le coup, je pense que le Covid va avoir fait grandir tout le monde de ce point de vue-là et va avoir surtout décomplexé tout le monde vis-à-vis du digital. Parce qu'il y a plein de gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas capables d'eux. Puis une fois qu'ils ont compris que pour épingler la vidéo de Zoom, il suffit de cliquer sur les 3 points qui sont en droite et vous avez tout le temps la même personne qui apparaît sur l'écran. Une fois que vous avez compris où se trouve le micro, etc., vous l'avez fait 3 fois, ben ça y est, vous êtes sorti. Enfin, vous avez enlevé vos freins et vous vous êtes sorti de votre zone de confort et vous avez vu que vous n'êtes pas mort. Au pire, vous êtes trompé une fois, on vous a expliqué, vous le faites 2 fois, et puis voilà. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui pour moi, va s'estomper. Et au contraire, enfin, la formation digitale, ben, ça va ouvrir des perspectives à des gens qui se sentaient handicapés du digital. Voilà. Après, c'est évident que quand je vous parle d'enquête, etc., pour tenir les gens, bah, il y a le digital, le millénium, ça lui parle un petit peu plus parce que ça lui rappelle ses occupations du soir et du week-end. Mais une nouvelle fois, il ne faut pas se tromper. C'est pas l'outil qui fera la différence. L'outil est un facilitateur, l'outil est un moyen de rendre ça. La gamification est importante, mais le fond reste quand même essentiel. Donc ça, pour moi, c'est pas une question de génération. À nous de rendre ça accessible, hein, pas rendre ça trop compliqué. Les outils progressent aussi de ce niveau-là. Enfin, vous voyez un outil comme Zoom aujourd'hui qu'on est en train d'utiliser, ben, vous avez un micro, et puis ça se normalise. Les boutons deviennent, tout fonctionne à peu près de la même manière. Donc une fois qu'on s'en servir d'un, voilà, on a quelques minutes d'adaptation. Ça, c'est notre boulot à nous de concepteurs pédagogiques, de faire en sorte que, je parlais de sans couture, et c'est très important. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, quand on crée des sous-groupes avec les applications, ben, on ne sort pas les gens, on ne les déconnecte pas, on les fait glisser dans la salle et puis pour eux, c'est transparent. Quand je parlais de l'outil collaboratif sur Maxence, ben, une fois que vous êtes dans la salle, vous ne les déconnectez pas pour faire un brainstorming ou pour faire un jeu. C'est à l'intérieur. Quand vous utilisez Cumulus pour les vidéos, vous ne les déconnectez pas. Ils font leur QCM ou leur drag and drop ou ils lisent leurs documents au sein même de la vidéo. Écoutez, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au bout du timing qui nous était imparti. Merci. Merci infiniment, Jean-Michel, d'avoir été là avec nous et merci à tous les participants à cette réunion. Je vous invite à nous contacter, Jean-Michel, Lazare et moi-même. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez nous les envoyer par email. Nous pouvons approfondir cet échange. Donc, je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir.